diffusion des gaz au travers de la membrane capillaire pulmonaire. Le poumon est constitué d'un grand nombre d'alvéoles baignés par de nombreux capillaires. Cette disposition permet d'augmenter les surfaces d'échange entre l'air inspiré et le sang. Vous avez une vue microscopique où vous pouvez constater qu'il existe un contact étroit entre l'alvéole et les capillaires pulmonaires. Les parois de l'alvéole restent fines de manière à permettre les échanges. Dans le poumon, les gaz traversent la paroi alvéolaire par diffusion passive. La surface de la barrière gaz-sang est très importante, de 50 à 100 mètres carrés. Son épaisseur, par contre, ne dépasse pas 0,3 micromètres. Ces dimensions sont bien sûr idéales pour la diffusion. La constante de diffusion est inversement proportionnelle à la racine cubique du poids moléculaire, on l'a vu, et aussi proportionnelle à la solubilité des gaz. Le dioxyde de carbone, le CO2, diffuse 20 fois plus vite que l'oxygène. Sa solubilité est beaucoup plus grande, alors que son poids moléculaire diffère peu. Alors, le poumon va permettre l'échange de l'oxygène par le dioxyde de carbone produit par l'organisme. Pour chacun de ces molécules, le flux de gaz est égal à la surface d'échange divisée par l'épaisseur de la membrane, multiplié par le coefficient de diffusion, multiplié par le gradient de pression partielle du gaz envisagé. Il s'agit de la première loi de Fick. Dans le poumon, les gaz traversent la paroi alvéolaire par diffusion passive. Plusieurs gaz peuvent pénétrer dans les capillaires via l'alvéole, bien sûr l'oxygène, l'azote, mais aussi le protoxyde d'azote, qui est un gaz d'anesthésie, qui est en fait le gaz hilarant qu'utilisaient les dentistes américains au début du siècle avant-dernier. Le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique à haute concentration. Le temps de transit d'un globule rouge au niveau des capillaires pulmonaires est d'environ 3/4 de seconde au repos. Le monoxyde de carbone, CO, traverse rapidement la fine barrière gaz-sang et pénètre dans l'hématie. Ainsi, l'hématie va augmenter son contenu en monoxyde de carbone. Il existe une liaison qui se forme entre l'hémoglobine et le monoxyde de carbone, et avec une affinité de l'hémoglobine pour le monoxyde de carbone très importante, même plus importante que pour l'oxygène. Petit à petit, une quantité importante de CO va donc être captée par le globule rouge sans augmentation de la pression partielle de CO dans le sang, puisque tout le CO va être absorbé au niveau de l'hémoglobine. Durant le trajet du globule rouge dans les capillaires pulmonaires, la pression partielle du CO dans le sang change à peine, aucune contre-pression ne peut se développer et le gaz continue donc à traverser rapidement la paroi alvéolaire pour passer de l'alvéole dans le sang. La quantité de CO qui arrive n'est limitée finalement que par les propriétés de diffusion de la barrière gaz-sang, de la paroi alvéolaire. Elle n'est pas du tout limitée par la quantité de sang disponible. On dit que le transfert de CO est limité par la diffusion. Sur le schéma, vous voyez en abscisse le temps dans le capillaire, en sachant que quand vous êtes à la fin du capillaire, cela correspond à 3/4 de seconde, à 0,75 secondes. Vous voyez que le CO il monte de manière proportionnelle pour approcher la pression partielle alvéolaire en CO. Lorsque le protoxyde d'azote est utilisé, donc le protoxyde d'azote c'est N2O, il va passer dans le sang à travers la barrière alvéolo-capillaire, mais là, aucune combinaison avec l'hémoglobine ne se produit. Il n'y a pas d'affinité particulière du sang pour le protoxyde d'azote. La pression partielle dans le sang capillaire va donc s'élever rapidement.
Lorsque la pression partielle de protoxyde d'azote sanguine rejoint celle de l'alvéole, on a des concentrations qui sont identiques, la diffusion est à ce moment stoppée. Il n'y a donc plus de transfert de protoxyde d'azote. La quantité de gaz prélevée par le sang dépend alors uniquement du débit de sang disponible et non des propriétés de diffusion du gaz. On dit que le transfert de protoxyde d'azote est limité par la perfusion. Sur le schéma, vous voyez que le protoxyde d'azote augmente dans le sang pour se rapprocher le plus possible de la pression alvéolaire. Quand il est égal à la pression alvéolaire, il n'y a plus de diffusion. L'évolution de l'oxygène se situe entre celle du protoxyde d'azote et celle du monoxyde de carbone. À savoir que l'oxygène va aussi se combiner comme le CO avec l'hémoglobine, mais son affinité est moindre que pour le monoxyde de carbone. L'augmentation de pression partielle d'oxygène est donc plus importante que celle qui se traduit avec le CO. Lorsque le globule rouge entre dans le capillaire pulmonaire, la pression partielle est d'environ 40% celle de la pression partielle alvéolaire. La pression partielle en oxygène capillaire atteint en pratique la concentration alvéolaire lorsque le globule rouge est environ au tiers de son trajet capillaire pulmonaire, donc 0,25 secondes. Le transfert de l'oxygène est donc surtout en temps normal, pour un sujet normal, limité par la perfusion. Si les propriétés de diffusion du poumon sont altérées, la PO2 capillaire peut ne pas atteindre la PO2 alvéolaire en sortie de capillaire. À ce moment-là, il y aura une limitation par la diffusion. Le fait que le transfert d'un gaz soit limité ou non par la diffusion dépend essentiellement de sa solubilité dans la barrière gaz-sang par rapport à sa solubilité dans le sang, qui dépend de la courbe de la pente de dissociation de l'hémoglobine. Pour le CO, elles sont différentes, alors que pour le protoxyde d'azote, elles sont quasi identiques. La pression partielle d'oxygène à l'intérieur du globule rouge entrant dans le capillaire pulmonaire est d'environ 40 mm de mercure, alors que la pression partielle en oxygène dans l'alvéole est d'environ 100 mm de mercure. Entre ces deux différences de concentration, il existe une membrane alvéolo-capillaire de 0,3 micromètres. L'oxygène va suivre cet important gradient de pression et la PO2 intra-érythrocytaire augmente pour atteindre la PO2 au tiers de son parcours. Il y a donc une importante réserve de diffusion du poumon. On a vu tout à l'heure que le transfert de l'oxygène dans le capillaire pulmonaire dépend en grande partie pour la personne normale des capacités de diffusion. Par contre, la diffusion de l'oxygène peut être altérée dans certaines maladies, notamment dans la diffusion pulmonaire. Imaginez que la membrane devient plus épaisse. À ce moment-là, nous sommes sur la deuxième courbe. La diffusion de l'oxygène se fait de manière beaucoup moins importante et quand on arrive à la fin du capillaire, la pression partielle d'oxygène du sang n'est pas égale à la pression alvéolaire. De manière identique, pendant un exercice physique, le débit sanguin va être fortement augmenté. Le temps de passage du globule rouge dans le capillaire pulmonaire diminue pour atteindre le tiers de sa valeur, c'est-à-dire qu'au lieu de rester 3/4 de seconde dans les capillaires pulmonaires, le sang ne va rester que 0,25 secondes. Le temps disponible pour la diffusion d'oxygène est moindre, mais il reste suffisant pour des poumons normaux. Dès qu'il y a une altération pulmonaire, que ce soit une fibrose pulmonaire par exemple, eh bien à ce moment-là, le patient va être essoufflé. Une autre possibilité est d'avoir une pression alvéolaire en oxygène faible, c'est-à-dire de respirer un gaz qui va être pauvre en oxygène, ou alors d'être en altitude et d'avoir une pression atmosphérique peu importante, donc une pression partielle d'oxygène qui va être diminuée au niveau de l'alvéole. Imaginons que nous inspirions un gaz dont la pression partielle en oxygène n'est que de 50 mm de mercure.
que nous le respirions depuis un petit moment. On a déjà un sang qui arrive appauvri en oxygène au niveau pulmonaire. Et ensuite, la différence de pression partielle va être réduite de moitié par rapport à un mélange gazeux normal. Dans le mélange gazeux normal, à une pression partielle d'environ 100 mm de mercure. Le sang veineux qui arrive au niveau des poumons contient 40 mm de mercure. Ça nous fait une différence de pression partielle de 100 moins 40 est égal à 60 mm de mercure. Si notre sang veineux arrive avec 20 mm de mercure et que la pression alvéolaire n'est que de 50 mm de mercure, 50 moins 20 égale 30 mm de mercure, donc on aura une diffusion qui va être 2 fois moins importante qu'en temps normal. Comment peut-on mesurer la capacité de diffusion? Eh bien, on va utiliser le monoxyde de carbone. Nous avons vu que ce gaz n'est limité que par la diffusion. C'est donc le gaz de choix pour évaluer les capacités de diffusion pulmonaire, puisqu'on sait que pour ce gaz, sa diffusion va être égale à la surface par l'épaisseur multipliée par D multipliée par le gradient de pression partielle. Comme on ne peut pas mesurer la surface et l'épaisseur de la paroi alvéolaire, on prend l'équation suivante, la diffusion est égale à dl multiplié par le gradient de pression partielle du CO. dl représente la capacité de diffusion du poumon. Il tient compte à la fois de la surface, de l'épaisseur et des propriétés de diffusion de la membrane du gaz considéré. Pour le CO, l'équation devient dlCO est égale au flux de CO divisé par la différence de pression partielle de CO dans l'alvéole et dans le sang. Or, normalement, à part chez les fumeurs, la quantité de CO dans le sang peut être négligée. Donc, dlCO est égal à la diffusion divisée par la pression partielle alvéolaire en monoxyde de carbone. Cette capacité de diffusion du CO est égale au volume de CO transféré dans le sang en millilitres par minute par millimètre de mercure de pression partielle alvéolaire. En pratique, on réalise une seule inspiration du mélange dilué de CO, puis on calcule la vitesse de disparition du CO du gaz alvéolaire après une apnée de 10 secondes. On mesure à la fois les concentrations de CO dans les gaz inspirés et expirés par infrarouge, la pression partielle alvéolaire en CO est considérée stable durant l'apnée et on trouve une valeur normale qui doit avoisiner environ 25 ml par minute par millimètre de mercure. Elle augmente au cours de l'exercice physique. Alors, l'oxygène, il doit diffuser dans le sang, mais ensuite il doit entrer aussi en contact avec l'hémoglobine. La distance de la paroi alvéolaire au centre du globule rouge dépasse l'épaisseur de la paroi elle-même et une partie de la résistance à la diffusion se situe à l'intérieur du capillaire. Un autre type de résistance au transfert de l'oxygène est la résistance provoquée par la vitesse finie de réaction avec l'hémoglobine dans le globule rouge. La combinaison de l'oxygène avec l'hémoglobine est relativement rapide, de l'ordre de 0,2 secondes. L'apport d'oxygène se traduit aussi rapidement et cette réaction retarde la prise en charge de l'oxygène par l'hématie, par le globule rouge. La capture de l'oxygène par le globule rouge peut donc être considérée en deux étapes. D'une part, une diffusion de l'oxygène au travers de la barrière gaz-sang, avec la diffusion dans le plasma et le globule rouge. Donc, nous avons défini dl. La résistance de cette barrière gaz-sang est représentée par 1 sur dm, où m représentera la membrane. La deuxième étape est la combinaison de l'oxygène avec l'hémoglobine, avec θ qui exprime la vitesse en millilitres par minute de combinaison de 1 ml de sang par millimètre de mercure de pression partielle. Vc est le volume de sang capillaire. 1 sur delta Vc définit la résistance de la réaction. En additionnant les deux résistances, nous obtenons la résistance totale à la diffusion qui est 1 sur dl est égal à 1 sur dm
plus 1 sur θVc. Les résistances offertes par les composantes membranaires et sanguines sont approximativement égales. Une diminution du volume sanguin capillaire abaisse la capacité de diffusion pulmonaire. L'oxygène diffuse, mais c'est aussi le cas en sens inverse du gaz carbonique. Le transfert du gaz carbonique au travers du tissu pulmonaire est 20 fois plus rapide que celle de l'oxygène en raison de la plus grande solubilité du CO2. En général, l'élimination du CO2 est donc peu affectée par les difficultés de diffusion. Mais un gradient entre le sang au sortir du capillaire et le gaz alvéolaire peut exister quand la barrière alvéolo-capillaire est pathologique.